dire, entre guillemets, avoir renié sa foi, à prêter allégeance à une nouvelle religion. Qu'est-ce que ça implique? Auprès de qui je suis engagé? Est-ce que j'ai renié ma foi? Est-ce que je peux renier la nouvelle? Que ce soit au niveau, par exemple, du personnage d'Axel, qui était donc capitaine d'une bande de mercenaires, qui décide de tout arrêter pour s'installer, se marier à la demande de son mari, donc une décision entre guillemets, qu'elle subit, même si elle l'accompagne. Et puis elle regrette cette époque-là. Tenir une auberge, c'est bien, mais c'est quand même beaucoup moins palpitant et certes beaucoup moins dangereux. Surtout quand on vient d'avoir un enfant, c'est plus facile pour l'élever. Voilà, donc je pense qu'effectivement, la question un destin qui n'est pas établi, une question qui se pose à chaque personnage et comment il se positionne, c'est effectivement un positionnement très contemporain de l'écriture et de l'approche des personnages. Et je pense effectivement, alors si les lecteurs arrivent à s'identifier un peu aux personnages, oui, c'est un facteur d'accroche qui est très fort, je pense. Et c'est ce qu'on retrouve aussi chez le couple d'Arbonnier, Armand et Roland. Eux aussi, alors eux sont doublement, comment dirais-je, en contradiction avec leur époque. Ils ont fait des choix parce que d'abord, ils vivent tous les deux ensemble, deux hommes ensemble. À l'époque, c'est pas forcément bien considéré, c'est moins qu'on puisse dire. Et en plus de ça, ils sont tous les deux magiciens. Et dans l'Église catholique. Oui, tout à fait. Alors eux, entre guillemets, ils n'ont pas une vie facile, c'est vrai dans le roman. Le choix est compliqué. Il y a effectivement ce double choix, effectivement, de personnages, qui est à la fois un choix individuel, ils veulent vivre leur vie, leur amour sereinement dans une époque qui n'est pas propice à ça. Donc ça, c'est l'aspect personnel du choix qu'ils essaient d'assumer dans un monde qui ne leur est pas propice. Et le deuxième, plus que l'aspect magie, même si elle est présente, c'est comment on appelle ça, l'idéologie de cette magie. Ils ont un pouvoir qui est très peu répandu, le pouvoir de l'art et de l'arbon, une pierre en fait, effectivement, qui permet d'accéder à une certaine magie. Et il se trouve que ce qu'ils voudraient en faire en tant qu'être humain, on va dire, et ce qu'il aurait demandé de leur hiérarchie, notamment d'une certaine partie de l'Église, ça les met en contradiction. Donc eux, ils ont un choix éthique. J'ai un pouvoir, on me demande de l'utiliser d'une certaine façon, de ne pas l'utiliser d'une certaine façon, qu'est-ce que je fais? Et là, c'est un choix... ça nous renvoie tous à des problématiques. Je pense qu'il y a des moments où on s'est dit, professionnellement, donc à des échelles beaucoup moins grandes, je fais ça par automatisme, mais au fond de moi, éthiquement, c'est ce que je devrais faire. Voilà. Donc oui, on retrouve ce dilemme-là auprès des deux Arbonniers. Alors, donc le personnage qui est un petit peu coincé et qui ne peut pas agir, c'est effectivement le cas de Lasserre. Alors au départ, quand il échoue au Caire, il sort d'une histoire d'amour, il est un petit peu démoli, donc... Et ici, il se débarque dans sa vie et va venir tout révolutionner. Alors il faut comprendre que les dieux, ce sont des dieux, donc ils sont immortels, ils sont tout-puissants, et donc pour eux, les humains, c'est un peu comme des fourmis, ça a une durée de vie très courte, enfin, ils ne les comprennent pas, ils ne les comprennent pas. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il vaporise à tout va, qu'à un moment donné, Isis, lors d'une enquête, finalement envoie Lasserre au charbon, il se retrouve entraîné dans une série de péripéties et finalement il renonce parce qu'il manque se faire tuer. Et quand il retourne la voir pour lui dire qu'il n'est pas arrivé à faire ce qu'elle lui avait demandé, elle trouve ça absolument mesquin. Il a renoncé juste pour pas mourir, mais enfin qu'est-ce que ça veut dire? Et du coup, il est toujours sur le fil du rasoir, il est complètement coincé, parce que à tout moment, il peut se faire vaporiser. Donc, il essaie de sauver sa peau, et c'est un petit peu ce qui le contraint à agir. Mais curieusement, petit à petit, il arrive quand même à développer une espèce de relation, notamment avec Isis. Finalement, elle s'attache à ce petit animal-là. Elle le trouve plutôt pratique, plutôt sympa. Il rend un certain nombre de services aux dieux qui lui sont un peu redevables, et donc il va gagner une petite marge de liberté pour essayer d'échapper un tout petit peu à ce pouvoir
à ce qui lui pend au nez. Mais le pauvre, il n'est pas rendu, puisque finalement, après les dieux égyptiens, c'est les Grecs qui vont lui tomber sur le paletot, et là, bientôt, dans le tome 4, ce sera les Romains. Donc, parce que déjà, dans le tome 3, il se retrouve coincé entre Zeus et Poséidon. C'est pas facile. Non, c'est pas facile, surtout qu'en plus, Zeus et Poséidon en profitent pour vider de vieilles querelles. Lui se retrouve au milieu et il est effectivement toujours sur le fil de rasoir. Avec Isis qui essaye d'avancer ses pions pendant ce temps-là à travers lui. Oui, c'est là qu'on découvre cette espèce de jeu politique en fait entre les dieux qui essayent de plus ils ont de fidèles, plus ils sont puissants. Donc le but c'est d'essayer de faire en sorte que les fidèles des autres dieux soient moins nombreux. En même temps il ne faut pas que ça se voie parce qu'il ne faut pas déclencher une guerre entre dieux. Donc petit à petit, au fur et à mesure que l'univers se développe, on découvre vraiment toutes les intrigues politiques et ça nous permet d'aborder en fait le thème du pouvoir à travers tout ça. Et là on retrouve le libre arbitre et le choix de chacun. On peut se convertir mais c'est mal. Absolument. Et ça, c'est très contemporain aussi. Et vous, Silène, donc... de nouveau, je vais faire la distinction entre les textes plutôt pour adultes, donc, oui. où il y a vraiment cette question du choix qui est centrale, puisque les deux jeunes femmes, Blanche et Gwen, doivent choisir entre leur vie de famille et une autre vie. Blanche, dans les Fortune Cookies, elle est coincée à un moment. Il y a quelque chose qui fait qu'elle ne peut pas vraiment en fait, faire de choix. Gwen, elle a vraiment ce choix-là. Qu'est-ce qu'elle va choisir? Le côté fun d'être une fée la nuit ou une vie de famille quand même assez réussie et pas si mal. Et voilà, donc j'ai dit tout à l'heure, j'ai trouvé ça intéressant de se poser cette question du choix, de dire qu'il existe toujours. Et que même si la morale trouve ça répréhensible, on nous garde ce choix-là, de continuer à faire sa vie comme on l'entend. Dans Adèle, c'est autre chose. On a une jeune fille, alors j'ai eu quelques retours, peu, mais suffisamment pour que ça me touche. Ils me disaient, oui, mais en gros, il y a Adèle, elle finit mal dans le livre, et puis elle choisit de s'en sortir. Et on me dit, est-ce que le fait de dire à des ados, oui, vous pouvez faire un mauvais geste, de le mettre en scène, et que finalement elle s'en sorte, est-ce que c'est bien? Enfin, de toute façon, ils l'ont le choix, et à un moment de leur dire vous avez ce choix-là, c'est une évidence, vous pouvez vous foutre en l'air, hein, et vous le faites d'ailleurs parce que c'est quand même la deuxième cause de mortalité chez les ados, mais ne le faites pas parce que bah, c'est qu'un moment, passer par-dessus, essayer de trouver des ressources pour passer par-dessus ça, ça me semblait important, oui, de ne pas nier ce choix à un moment qu'un adolescent peut faire. Parce qu'ils sont seuls, parce qu'ils ne sont pas bien, pour 36 000 raisons. Et c'est le sujet du livre, de dire, voilà, ne faites pas ce choix d'arrêter. C'est curieux d'ailleurs parce qu'en fait, ça me semble finalement, c'est quelque chose de très positif. À travers la fin du livre, bon, on ne va pas l'effleurer, mais le choix qu'elle fait montre à d'autres adolescents qui lisent ce livre qu'il n'y a sans doute pas besoin d'aller jusqu'à cet extrême. Pour pouvoir en fait, il faut simplement percer les abcès avant, discuter et mettre les problèmes sur la table, parce qu'en fait c'est ça la conclusion, c'est que si elle avait pu discuter de manière ouverte, et on le voit bien au début, j'allais dire entre guillemets, les torts sont partagés entre parents et enfants, il n'y a aucun dialogue. Donc à la fin, c'est ce dialogue qui finalement s'établit. Oui, alors après, mon gros souci, et j'espère que j'ai pas été trop moraliste dans ce texte-là, de trop dire il faut discuter, il faut dialoguer, etc. C'est pour ça que j'utilise la fiction, c'est que quand il s'agit de dire aux adolescents comme ça en direct, surtout quand on a leur prof, c'est tout de suite très moraliste. Du coup, j'utilise la fiction pour le dire d'une autre façon, en essayant de leur montrer que c'est à eux de se saisir de ça et de donner du sens à ça. Donc, en effet, il y a ce dialogue qui peut résoudre le problème, mais surtout, le choix qu'elle fait au-delà du dialogue, c'est le choix
de réfléchir à sa situation, de se poser des questions, et après, une fois qu'elle a fait ce choix de se dire, bon, bah, je ne vais pas tout abandonner parce que j'ai encore des questions à poser, j'ai encore des choses à faire, là oui, le dialogue est possible. Mais avant, il n'était pas possible, sinon elle l'aurait fait, ou les parents l'auraient fait. Je pense pas que, même s'ils ont l'air d'être des mauvais parents, ils ont l'air d'être des mauvais parents, surtout parce qu'on est du point de vue d'Adèle. Ils sont des parents comme les autres, ils sont ni bons ni mauvais. Alors, il me semble